Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Mickaël Dorian. Il est 17h04 sur Europe 1, c'est On marche sur la tête version Noël avec toute l'équipe, Sarah Salman, Nathan Dever, Jules Torres et Vincent Roy pour poursuivre nos discussions cet après-midi. Et on va parler à présent de François Bayrou, le Premier ministre, vous le savez, qui est à Mayotte accompagné d'une importante délégation. Il a promis des solutions concrètes et rapides. Et Jules, il a justement dévoilé il y a une vingtaine de minutes maintenant son plan Mayotte debout dont il parlait depuis son arrivée, ces fameuses solutions concrètes et rapides que le Premier ministre a évoquées. Alors, quelles sont-ils ces mesures annoncées par le Premier ministre, Jules ? En tout cas, François Bayrou, il annonce les contours du plan Mayotte debout à l'issue de la réunion, vous savez, à Mayotte, une réunion importante après une visite où il a fait quasiment une journée marathon. Vous savez qu'il a visité une usine de dessalement ce matin très tôt, qu'il a visité également un collège où il y a eu un vrai sujet, parce que la rentrée scolaire devait être le 13 janvier. Il a également visité un hôpital et il a rendu également hommage, vous savez, au capitaine de gendarmerie Florian Monnier qui est décédé le 20 décembre en intervention. Bon alors, que nous dit François Bayrou ? Il nous dit déjà que l'électricité sera rétablie dans chaque foyer fin janvier. Ça, c'est une mesure qui est évidemment très importante parce que quelles sont les deux demandes aujourd'hui des Mahorais ? C'est un accès à l'eau qui soit comme dans n'importe quel département français et c'est évidemment l'électricité pour être finalement connecté au monde. Il nous dit également que l'État et les pouvoirs publics locaux s'engagent à empêcher la reconstruction des bidonvilles. On sait que ce sera le sujet, c'est le sujet migratoire aussi parce qu'il y a une crise humanitaire mais il y a également un sujet migratoire. Parce que ne pas reconstruire les bidonvilles c'est une chose mais il faut avancer aussi sur le sujet migratoire. Absolument, parce qu'il y a actuellement 48% de la population mahoraise qui est clandestine, étrangère. Imaginez, si en métropole, il y avait 30 millions de clandestins. La situation, elle est intenable, ce n'est pas possible, mais c'est un bon point. François Bayrou n'exclura pas la question migratoire, c'est un bon enseignement. On va l'écouter justement sur cette question du logement, François Bayrou, et vous nous appelez surtout si vous avez envie de réagir à toutes ces annonces du Premier ministre qui est actuellement à Mayotte, 01 80 20 39 21. Pour nous appeler, on écoute François Bayrou et on continue d'en parler avec Jules Torres et toute la bande. L'État et les pouvoirs publics locaux s'accordent pour interdire et empêcher la reconstruction des bidonvilles. Ces dispositions pourront être intégrées dans la loi. 140 tonnes de bâches représentant une surface de 700 000 mètres carrés seront livrées dans la semaine. Pour la réfection des toitures, des éléments de charpente métallique et des tôles bac acier seront acheminés en urgence en fonction des besoins. Un financement par des prêts garantis par l'État dans des conditions exceptionnelles réservées aux catastrophes naturelles de grande ampleur comme Chido sera mis en place à destination des familles mahoraises. Voilà, François Bayrou qui s'est exprimé donc depuis Mayotte sur cette question du logement. Vincent Roy. Alors Vincent Roy, faut allumer, va avec le micro, c'est bon. Pour l'instant, ça me semble extrêmement concret et plein de bon sens. La question migratoire est abordée pour l'heure de biais un peu. Il dit on ne reconstruit pas les bidonvilles. Elle n'est pas abordée de manière frontale. Sans doute va-t-elle être là dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures. Mais enfin, en tous les cas, pour l'instant, c'est concret. On a des dates. Les Mahorais ont des dates, notamment pour l'électricité, pour l'eau et quelques directives. Donc ça me paraît, pour l'heure, ça me paraît positif. Pour l'instant, pour l'heure, le vocabulaire de Vincent Roy, vous prenez 1 million de précautions. Mais il faut être extrêmement prudent, oui, bien sûr, puisque attendez, vous vous rendez compte dans quel péril se trouve un certain nombre de gens. Donc on attend. En revanche, ce que je peux vous dire de critique, c'est que j'ai vu sur une chaîne de télévision, j'ai vu une interview de un échange de Madame Borne avec deux professeurs qui évoquaient avec elle toutes les difficultés qu'ils avaient et Madame Borne n'avait pas vraiment l'air de les écouter et elle a tourné les talons. C'était assez maladroit. Il y a une dureté. Elle ne brille pas par sa chaleur humaine. Elle ne brille pas par sa compassion, ni par sa chaleur humaine, à tout le moins sur les images que j'ai vues. Mais c'était assez frappant. Nathan. Si François Bayrou, même avec beaucoup d'hypothèses, mais à les faveurs de Vincent Roy, c'est extraordinaire. Il risquait deux choses. Il risquait la censure,
Mais alors Vincent Roy, c'est encore plus difficile d'échapper à sa critique. Il se passe quelque chose dans l'histoire de France. Vous n'avez pas totalement tort. En revanche, je parlais des mesures. Non, parce que on a vu. Pourquoi je dis ça? Parce que on a vu le président de la République se déplacer, gesticuler, en bras de chemise, gourmander les Mahorais, et là je vois qu'on tape dans le dur, qu'on arrive quand même avec un plan, alors bien sûr avec plus de recul, mais je vois en tous les cas un formidable changement de méthode. Il a quand même dit qu'il allait faire des tables rondes. Je ne sais pas si la table ronde, à ce stade, on peut peut-être s'en dispenser. Alors, en tous les cas, on a Nizar qui est en ligne au Standard Europe 1 et qui est du même avis que Vincent Roy. Bonjour Nizar, enfin qui semble du même avis que Vincent. C'est quelqu'un de bon sens, assurément, Nizar. C'est la modestie qui te caractérise. Oui, absolument. Nous sommes deux à la partager. Nizar qui est en direct avec nous au 01 80 20 39 21. Vous avez la parole, Nizar, vous êtes à Mayotte, c'est ça? Vous êtes agent immobilier? C'est ça, je suis agent immobilier, autochtone, et chef d'entreprise depuis 42 ans, membre du MEDEF et représentant du groupe Action Logement à Mayotte. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cette visite de François Bayrou, Nizar? François Bayrou vient de... Vous nous avez donné votre curriculum vitae, donc maintenant on a envie d'avoir votre avis, Nizar. Voilà. Vous savez, avec l'habitude, on vient tout d'un coup de subir quelque chose de très grave. Bien sûr. Donc, on échange beaucoup avec les médias hexagonaux, on échange beaucoup avec les Français à l'extérieur. Et donc, on a appris à s'adapter. Donc, tout va vite. Le temps est devenu précieux. Vous avez bien raison. Le Premier ministre vient d'annoncer quelques mesures que je souhaite d'abord dire que Nietzsche disait ce n'est pas le doute mais la certitude qui rend fou. Donc le Premier ministre vient de faire des annonces. On aimerait être optimiste. Maintenant, il va falloir qu'on soit vigilant. À la différence du président de la République, la visite des 5 ministres a été mieux organisée. On a été reçus par chaque ministre selon par portefeuille. Oui. Donc un petit comité, et c'était beaucoup mieux que ce qu'a fait le président de la République. Ils ont eu plus le temps de s'organiser aussi. Sarah Salman dit qu'ils ont eu plus de temps de s'organiser pour François Bayrou. C'est vrai aussi. Enfin, M. Retailleau était déjà passé par là. Le président de la République aurait pu aussi prendre son temps pour préparer son déplacement. C'est vrai. Je pense qu'on n'a pas besoin il faut pas prendre l'excuse de la précipitation pour faire tout et n'importe comment. Vous avez raison. Je pense que la situation actuelle sur le territoire est catastrophique. Et Nizar a raison, parce que quand on voit la visite, quand on se refait le film de la visite d'Emmanuel Macron à Mayotte, effectivement, il y allait tout de suite après. En revanche, avec le nombre de conseillers qu'a le président de la République, on a du mal à comprendre comment une telle visite a pu être un échec, comme ça a été le cas de cette visite présidentielle. Nathan Dever. Vous avez raison, et inversement, on a beaucoup reproché sur le moment à François Bayrou de ne pas être allé immédiatement à Mayotte, et d'être allé à Pau. C'était une faute de communication, c'était une faute stratégique. C'est la petite phrase aussi de dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait le président de la République et le Premier ministre hors de France. Oui, d'accord. Mais je crois que les habitants de Mayotte, ils n'attendent pas des réussites du point de vue de la communication, ils attendent des actions politiques concrètes. Et là, regardez, il a fait ce déplacement à Mayotte. Mais pour le moment, ce sont que des annonces, Nathan. Il l'a même décalé, d'accord. Mais il présente, comme le disait Vincent, des annonces qui sont sérieuses. C'est vrai. Et si ces annonces devaient être tenues, on pourrait pas dire que l'État n'a pas réagi globalement à la hauteur de la situation. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois que face à une catastrophe naturelle qui dévoile une catastrophe politique globale de la France à Mayotte, ce qu'on attend vraiment, c'est un travail de fond, c'est un travail sérieux et c'est un travail de long terme. Et il y a toujours ce risque dans l'état actuel du débat public où on est tout le temps, si vous voulez, dans la dictature de l'instant présent. Il y a toujours ce risque de ne pas voir les problèmes sur le long terme. J'espère que d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, la France s'intéressera, les médias français, la politique française, les députés français, etc., s'intéresseront vraiment à voir le suivi des annonces de François Bayrou. Sans doute que François Bayrou aura quitté Matignon, mais voir si la France a tenu ses promesses. Nizar, est-ce que vous aviez été choqué par les fautes, disons les fautes de communication de François Bayrou justement sur Mayotte, le fait qu'il se soit rendu au conseil municipal de Pau plutôt qu'à la cellule de crise, le fait qu'il ait parlé de
territoire national, hors du territoire national. Le fait que son gouvernement ait été nommé un jour de deuil national en hommage aux victimes du cyclone. Également, le fait qu'il ait dit que le président de la République et le Premier ministre ne pouvaient pas être absents du territoire national en même temps pour parler de Mayotte. Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'événements qui auraient pu choquer et fâcher les Mahorais. Est-ce que ça a été votre cas, Nizar ? Alors moi je pense qu'on est en train de se prendre la tête sur des détails. C'est intéressant. Lorsque quelqu'un comme moi se retrouve dans son logement et voit son toit en train de partir et amené par un vent de 250 km/h, il ne se soucie pas de ce détail-là. Il se soucie du lendemain et il se soucie de savoir ce que pense le monde. On a été coupé du monde pendant 4 jours. On n'était pas au courant de ce qui se passait. Je pense que le monde entier était plus au courant de ce qui se passait à Mayotte que les Mahorais. Aujourd'hui, moi, en tant que chef d'entreprise et en tant que père de famille, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le cyclone n'a pas choisi ses victimes. Hein. Je n'ai pas de logement comme toute autre personne sur le territoire, donc je ne suis pas plus à peine que quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais qu'on voit, c'est l'avenir. Le cyclone a tout détruit, mais vraiment tout. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment on envisage l'avenir. Est-ce qu'on va improviser comme ces 40 dernières années? A-t-on un plan sérieux pour reconstruire Mayotte? Voilà les questions qui intéressent le Mahorais. Ce qui s'est passé, on n'a plus le temps de ressasser le passé, on n'a plus le temps de critiquer qui a bien fait, qui n'a pas bien fait. On va prendre le cyclone comme une opportunité de reconstruire ce territoire. Il y a des choses beaucoup plus graves ici. Il y a la crise de l'eau, il y a des crises sociales presque tous les 2 ans. Il y a une crise financière, il y a une crise. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la relance. La relance de l'économie. Alors Nizar, justement, vous évoquiez la crise de l'eau. Écoutez ce que le Premier ministre a dit justement sur l'eau tout à l'heure. On l'écoute. Avant la fin de la semaine, le volume de production d'eau potable obtenu avant Chido sera atteint, c'est 38 000 mètres cubes par jour. Mais la distribution était déjà insuffisante, comme on le sait depuis la crise de l'eau. Avec Mayotte debout, on atteindra avant le 30 juin 2025 une production de 40 000 mètres cubes par jour. Et dans l'année, on doit obtenir une mise à niveau des réseaux de distribution sur l'ensemble du territoire. Le plan Eau Mayotte prévoyait 60 millions d'euros d'investissement en 2025. Le gouvernement est prêt à sanctuariser ses moyens et à les augmenter en fonction des besoins. Le projet que nous étudierons au printemps comprendra une 2e usine de dessalement et une accélération de la création de la 3e retenue collinaire. Voilà pour les mots donc de François Bayrou sur la question de l'eau, Nizar. Est-ce que vous avez entendu donc cette annonce du Premier ministre et qu'est-ce que vous en pensez? Elle n'est pas très rassurante parce qu'on nous rationne l'eau depuis 2018. C'est très difficile de ne pas se laver. C'est très difficile d'acheter un pack d'eau à 9 euros. C'est très compliqué de se lever le matin et d'attendre que l'eau revienne pour se doucher et pour amener les enfants à l'école. Vous savez très bien que l'eau est primordiale. Sans eau, c'est la famine. Sans eau, c'est une crise sanitaire. Donc, prévoir des plans sur le très long terme pour atteindre 40 000 mètres cubes d'eau jour, alors que ce sont les besoins actuels, tout en sachant qu'on perd plus de 15 000 mètres cubes d'eau jour, avec un réseau complètement obsolète aujourd'hui. Voilà des questions essentielles auxquelles il faut se poser. Moi, je pense que... Voilà. Allez-y, Nizar, terminez, allez-y, voilà. On vous écoute. Voilà, donc aujourd'hui, un chef d'entreprise n'est pas sûr d'ouvrir sa boîte parce qu'il n'y a pas l'eau, donc on ne peut pas recevoir du public. Quelqu'un qui n'a pas pu avoir de l'eau n'a pas la possibilité de se laver, donc ne peut pas venir au travail. Les écoles sont fermées parce qu'il n'y a pas de l'eau. La question de l'eau, elle est existence, elle est essentielle. Donc on ne peut pas jouer avec ça. Il faut qu'on trouve des solutions. On ne peut pas rafistoler. C'est pas possible. Vincent. Vous voyez, la grande difficulté dans ce que dit Nizar, là où les choses sont terribles et là où l'État français a perdu beaucoup de crédibilité, c'est que le cyclone, c'est une chose, mais il y avait déjà un nombre de difficultés incalculables à Mayotte avant le cyclone. Et je ne parle même pas de la question, je ne parle même pas de la question migratoire. Il y a des questions de survie, des questions sanitaires qui se posaient depuis bien des années à Mayotte. Alors, il est heureux qu'aujourd'hui, on puisse les régler et que le cyclone
ait pu apporter autre chose. Comme on dit selon la formule consacrée, le diable porte pierre. Mais enfin, c'est tout ce de que même. disait Nizar. Mais enfin, tout de même, il y a bien longtemps que ce département français est pour le coup abandonné et qu'on ne s'en occupe pas. Mais vous vous rendez compte quand même, parce que qui explique pour part la grande colère des Mahorais. Évidemment, Emmanuel Macron disait « je ne suis pas le cyclone ». Et on l'entend lorsqu'il disait ça, bien évidemment qu'il n'est pas le cyclone. Mais enfin, ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir, ça fait 7 ans que l'État est déficient sur cette partie du territoire national. Alors évidemment, c'est loin, il serait passé les mêmes phénomènes. Et sur les Outre-mer en général. Oui, donc il y a un vrai problème là-dessus. Vous avez entièrement raison. Et déjà en avril 2023, on avait parlé de Mayotte. Et Emmanuel Macron nous avait dit, cette fois, il y avait une prise de conscience, éphémère certes, mais où on nous avait dit de grandes choses vont être faites pour Mayotte. Ensuite, on a eu la dissolution et finalement, rien n'a bougé. Mais en avril 2023, la situation, j'enlève le cyclone, était déjà analogue. Ouais. Pourquoi nous n'avons rien fait? Je parle même pas d'il y a 7 ans. En avril 2023, tout était au rouge. On n'a absolument rien fait. Mais vous vous rendez compte, et c'est ce que nous dit Nizar d'ailleurs en substance, vous vous rendez compte qu'il a fallu attendre un cyclone donc une catastrophe naturelle qui est imprévisible et irrésistible. Pour effectivement que les personnes qui nous dirigent se retroussent les manches et pour que ces personnes-là fassent des annonces telles que celles qu'on vient d'entendre dans la bouche de François Bayrou. Oui, mais bien souvent c'est ainsi. On attend qu'il y ait un drame pour agir véritablement. C'est-à-dire qu'à Mayotte, on a laissé la situation depuis maintenant une trentaine d'années, la situation périclitée. C'est-à-dire que est-ce qu'on accepterait que sur le territoire national, la moitié de nos habitants soient des clandestins? Donc là, le vrai sujet, oui, reconstruire Mayotte, rebâtir Mayotte, c'est évidemment très important. Mais que fait-on des 100 000, 150 000 clandestins? Le temps, pour l'instant, il n'est pas à l'expulsion. Évidemment, depuis quelques jours, on a cette discussion sur le droit du sol. Mais finalement, c'est pas tant que ça, le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces 150 000 personnes qui sont présentes illégalement sur le territoire mahorais. Et d'ailleurs, il faut le dire aussi, c'est que nos relations avec les Comores, elles sont quasiment inexistantes. Les Comores ne veulent pas accueillir leurs ressortissants. Souvenez-vous des opérations Wambouchou 1 et Wambouchou 2. Les Comores refusaient que les bateaux français accostent sur leurs rives. Donc on voit très bien qu'on est là aussi sur une question qui va être non seulement diplomatique, elle va relever du bras de fer cette question-là, car si on veut reconstruire Mayotte, il va falloir enlever un certain nombre de clandestins, les expulser ou régulariser. Il y a ces deux solutions qui s'offrent là aujourd'hui à l'exécutif. Et pourquoi Emmanuel Macron va-t-il promettre des choses qu'il ne tient pas? Pourquoi a-t-il promis un second hôpital à une date déterminée, alors que maintenant on sait que peut-être en 2028, il verra le jour, mais c'est pas certain non plus. Pourquoi va-t-il s'avancer sur des promesses comme ça, alors qu'il sait pertinemment que c'est absolument capital pour Mayotte? Pourquoi aller faire des annonces comme s'il voulait simplement calmer le jeu, mais sans certitude? Et de fait, les Mahorais ont pu constater que les promesses n'étaient pas tenues. Alors vous me direz que les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien les écouter. Mais enfin, tout de même, il y a quelque chose de très indécent. Nathan Devers. Oui, malheureusement, en fait, la démocratie moderne, telle qu'elle fonctionne actuellement, avec ce débat, j'insiste là-dessus, mais un débat public, notamment chez les politiques, qui est tout le temps mu dans des urgences immédiates et qui ne suit jamais les dossiers sur le long terme, a besoin, malheureusement, d'attendre des catastrophes pour être secoué. Sur tous les sujets. Sur le sujet de Mayotte, sur le sujet de l'écologie, sur le sujet, on parlait tout à l'heure du Covid, de l'hôpital public. Il y a un philosophe qui s'appelait Antionas, qui dans un livre qui s'appelle Une éthique de la nature, disait même que, paradoxalement, dans la situation dans laquelle nous sommes, la seule source d'espoir, il la voyait dans ce qu'il appelait l'éducation par les catastrophes. Malheureusement, la classe politique actuelle, et c'est pas propre à la France, c'est propre vraiment à toutes les démocraties occidentales, a besoin d'être secouée par des catastrophes pour être confrontée à la perspective de sa responsabilité. Il y avait cet excellent film qui s'appelait Don't Look Up, ne regarde pas en haut, d'un réalisateur qui s'appelle Adam McKay, qui précisément mettait en scène des scientifiques qui découvraient qu'il y avait une météorite qui allait détruire la Terre. C'était pas très bien. La classe politique. Non, mais c'était avec DiCaprio.
C'était avec DiCaprio. Moi, j'avais trouvé que ce film était intéressant parce qu'il montrait bien comment la visiblement, classe Nathan politique et Jules n'ont pas les mêmes Non, goûts. ça m'étonne pas. avait besoin d'attendre la destruction de la Terre pour se réveiller face à sa propre irresponsabilité. Et en effet, ce qui est arrivé à Mayotte, c'est presque une métaphore de la manière dont fonctionne notre politique, aussi bien concernant la question de l'hôpital, que de l'écologie, que de la santé, que de la géopolitique, que de la Russie, etc. Alors, je voudrais Nathan, qu'on- j'entends. Juste une seconde. Alors, Vincent, très rapidement. Oui, j'entends tout ce que vous venez de dire, mais enfin tout de même, gouverner, c'est prévoir. Ce qu'on attend de nos gouvernants, c'est d'avoir non pas une courte vue, mais c'est de voir à long terme, Non. d'imaginer. Ah bah, je suis désolé, Pas moi, c'est ce que aujourd'hui. j'en attends. Bien sûr, je suis d'accord sur la définition. Ah, d'accord, Quand sur la vous êtes- définition. Donc aujourd'hui, nous avons des gouvernants en Ah, mais hypo-pouvoir et à la courte vue. Vincent, je suis bien d'accord. On attend de nos gouvernants d'avoir une vision à long terme. Et vous avez entendu De donner Nizar. un cap. Non, mais d'accord. Mais Oui, vous mais- avez entendu ce qu'attendent aujourd'hui les Mahorais. Non, Ils veulent, bien entendu. Ils ont des besoins urgents, en fait. Oui, mais attendez. Si justement nos gouvernants avaient eu ce cap, avaient eu cette vision, avaient pu prévoir, On n'en il y a serait pas déjà, là. il y a déjà On 10 n'en ans, serait pas là. il y a un certain Non, mais nombre ça, de problèmes, évidemment, parce sauf que que le maintenant, il y a cyclone, des urgences à traiter. le cyclone, on ne pouvait pas l'éviter. Le reste, oui. Aujourd'hui, Absolument. gouverner, ce n'est pas prévoir. Il y Ah avait ben voilà. ce documentaire qui s'appelait Un temps de président, qui filmait François Hollande à l'intérieur du pouvoir tous les jours à l'Élysée. Et c'était fascinant parce qu'on voyait que François Hollande prenait ses décisions en demandant essentiellement à son conseiller en communication, par ailleurs excellent, Gaspard Ganzer, ce qu'il en pensait du point de vue de la communication. Donc autrement dit, aujourd'hui, et ce qu'on peut dire de François Hollande, on peut le dire de la plupart des politiques C'est vrai, actuels. c'est vrai. Gouverner aujourd'hui, malheureusement, c'est cynique ce que je dis, hein, mais c'est vrai, c'est écouter ses communicants pour leur demander en fonction des sondages dans un instant T ce qu'il faut faire par rapport à quelque chose à court terme. C'est le contraire de la prévision. Allez, Nizar, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit? Alors, je souhaiterais qu'on soit très clair sur nos propos parce qu'il ne faut pas accuser le cyclone Chido de tous les maux de Mayotte. Chido a juste dépoussiéré la copie. Chido a juste mis en évidence des dysfonctionnements. Chido, on n'est pas Docteur Strange. Si Docteur Strange pouvait modifier la trajectoire d'un cyclone, on lui aurait demandé de le faire. Et Mayotte resterait toujours dans le même état. Là, aujourd'hui, on est dans une situation où on a subi une catastrophe naturelle et elle met en évidence beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas normalement. Alors, il faut savoir juste une chose, que le Mahorais attend autre chose que des promesses. Le Mahorais aime déclarer, aime la France, mais on a besoin de gestes d'amour. Je voulais rebondir sur la question de l'immigration clandestine. Allez-y. J'ai précisé lors de mon propos introductif que le cyclone n'a pas choisi ses victimes. Moi, je suis français, de nationalité française, né à Mayotte, chef d'entreprise, et j'ai perdu ma maison, comme des personnes qui vivaient dans des abris de fortune, des sans-abri. Où est-ce que vous vivez en ce moment? Où est-ce que vous vivez en ce moment, Nizar? Alors moi, je dors chez ma mère à 42 ans. Je mange chez ma mère, je dors chez ma mère. Mais pour moi, c'est ce qui me permet de tenir le coup, c'est qu'on est condamné au succès. On ne peut pas se permettre d'être découragé. J'ai des salariés qu'il faut aider. Je suis président du comité territorial Action Logement Mayotte. Je dois faire en sorte que les salariés aient un toit au-dessus de la tête. Donc aujourd'hui, il faut faire attention. Il faut se dire que vous, les médias nationaux, vous avez une grande responsabilité. Attention à ne pas braquer vos caméras que dans les sites des bidonvilles. Parce que moi, Mahorais, j'ai aussi perdu mon logement. Donc il ne faut pas se focaliser sur les sites des bidonvilles parce que le Mahorais aussi a perdu son logement. Donc il va falloir prendre des décisions politiques courageuses et les assumer parce qu'on va être très vigilant cette fois-ci. On a subi une crise sociale en 2011, en 2014, en 2016, plus la crise de l'eau en 2018, plus la crise de l'eau, la crise sociale en 2024. Donc ça suffit, il faut arrêter de dire que les Mahorais sont résilients. Et on vous a entendu. On en a assez de ce terme-là. Et on vous a entendu. Donc il faut assumer. Nous sommes français, nous sommes fiers de l'être. Nous assumerons notre appartenance à la France et on est un territoire à part entière, mais pas entièrement à part. Merci beaucoup Nizar d'avoir été avec nous, agent immobilier donc à Mayotte. Merci pour votre témoignage. Jules Torres, un dernier mot. Est-ce qu'on peut dire que François Bayrou finalement a réussi pour le moment sa mission rattrapage à Mayotte? En tout cas, on a évité le fiasco. Parce que c'est vrai on avait des craintes sur le fait que ce soit une réussite, eu égard aux maladresses qu'il a commises, eu égard aux boulettes qu'il a pu commettre. Pour l'instant, elle n'est pas finie, sa visite. Pour l'instant, on a des réponses qui sont concrètes, ça tombe bien, il avait promis des solutions concrètes.
Après, encore une fois, est-ce que ça va contenter les Mahorais qui vivent un désastre depuis maintenant 2 semaines? Rien n'est moins sûr. Allez, on va marquer une courte pause. Juste le temps de vous rappeler qu'Au cœur de l'histoire, c'est tous les jours sur Europe 1 de 15h à 16h avec Stéphane Bern du lundi au vendredi et Virginie Giraud samedi et dimanche. Ils vous font le récit d'événements, de lieux et de personnages qui ont façonné l'histoire. Demain, Stéphane Bern retrace l'histoire du triomphe de la flûte enchantée de Mozart. Tous les épisodes d'Au cœur de l'histoire sont à retrouver dès maintenant en replay et en podcast sur europe1.fr et sur l'application Europe 1. La pause et la suite d'On marche sur la tête dans un instant. À tout de suite. Europe 1, 16h-18h, on marche sur la tête.